Bon, bonjour tout le monde. On va lancer notre superbe e-conférence avec David, où j'ai presque envie de dire on ne le présente plus, tellement on l'adore et on est convaincu de ce qu'il fait. Mais on va quand même lui laisser 2-3 minutes pour qu'il se présente. Je vais envoyer sur le chat juste les petites règles pendant l'e-conférence. Je vais demander à tout le monde d'enlever leur micro et les vidéos, à part évidemment David, qui va nous montrer énormément de choses sur le contenu de la trousse de secours pour animaux, histoire que, en fait, que les écrans ne switchent pas. On va avoir 30 minutes de présentation, à peu près 15 à 20 minutes de questions. Donc, on va vous demander de poster les questions sur le chat. Au moins, comme ça, après, on pourra les recompiler à la fin de l'e-conférence. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, juste savoir que c'est un projet que j'ai lancé il y a quelques mois avec l'idée d'inviter des professionnels du monde animal qui pourraient nous aiguiller, nous donner, comme dirait David, des tuyaux pratico-pratiques pour aider les animaux, et notamment avec la grande thématique qui est les animaux en détresse. On a 3 axes, l'axe santé, l'axe légal et l'axe, comment j'appelle, l'action sur le terrain. Donc, David intervient sur l'axe santé, on a des avocats qui interviennent sur l'axe légal et des associations qui interviennent sur l'axe action sur le terrain, parce que selon moi, ce sont eux qui doivent beaucoup faire le lien et le pont entre tous ces deux éléments au niveau santé et au niveau de la légalité. Je vais m'arrêter là pour l'introduction. Je vais laisser David se présenter. Et quand il se sentira prêt, après sa petite présentation, nous parler peut-être un tout petit peu brièvement de Humanimal. Et après, tu pourras attaquer, si tu le souhaites, la trousse de premier secours. Je te passe Ok, la parole. je ne souhaite pas, je pars, au revoir. Bon allez, bonjour à tout le monde. Donc oui, déjà je tiens à te remercier Sylvia parce que cette idée déjà de faire tous ces webinaires spécialisés un peu dans ce monde de l'animal qui est un peu, je dirais, qui plaît à tout le monde, dont tout le monde est convaincu, mais en fait pas grand monde connaît réellement quelque chose de pointu dans le domaine, parce qu'en fait on est légèrement, je vais pas dire manipulé, mais on est emmené dans des mouvements de pensée, dans des croyances, qui fait qu'aujourd'hui faire le tri du vrai et du faux est un peu particulier. Et c'est vrai que la meilleure chose qu'on puisse offrir à un animal, c'est une vie d'animal. Voilà, pas une vie d'humain, une vie d'animal, dans le respect de son éthologie. Et voilà, donc je m'appelle David Roussin, je suis le fondateur d'un organisme de formation un peu particulier qui s'appelle Humanimal et dont le leitmotiv et dont je dirais la seule ambition, c'est réellement la relation homme-animal et surtout apprendre à un humain à pouvoir venir en aide à son animal le jour où il y a un problème. Voilà, tout simplement en prenant en compte lors de autant de nos formations que dans nos découvertes de personnes, de la partie du stress. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on veut intervenir, on aura tous la volonté d'intervenir. Maintenant, la capacité d'intervention que va nous laisser notre cerveau en situation de stress dépassé va être très limitée. C'est pour ça qu'en fait, la formation que nous faisons de premier secours animalier, premier secours canin et félin, nous avons décidé, et c'est notre façon d'être, notre façon de faire, de travailler avec les animaux des gens. Donc vous venez en formation avec vos animaux, parce que c'est une formation partage, où autant l'animal va apprendre de vous, que vous allez apprendre de lui. Et en fait, on travaille toujours en bienveillance, en bientraitance, il n'y a aucun souci. Voilà. D'ailleurs, Bon, David, me permet juste enfin, les vas-y. formations ont repris, autant sur Suisse que sur France, celles que tu animes. Et si je ne me trompe pas, le calendrier est en train d'être mis à jour sur la page de Humanimal. C'est juste, hein? Ouais. En fait, sur la page Facebook d'Humanimal, Humanimal Premier Secours pour chiens et chats, le calendrier, je l'ai attaché en tête de poste. Et en fait, on le met à jour en permanence. Pourquoi? Ben là, on a un petit problème. Puis très récemment, on a recommencé à reconfiner ponctuellement, ce qui fait que les gens ont peur. Et donc, ils se désinscrivent. Sachant que nous, dans nos formations, on met en place toutes les barrières sanitaires qui sont demandées, hein. Et après, bah, comme je le disais, pour ceux qui étaient là un tout petit peu plus tôt, Mhm. on est parti entre parenthèses. On est déjà suffisamment limité, il y a déjà suffisamment de choses qu'on a mis en place pour se protéger. Si on en fait encore plus, on se posera bientôt la question de savoir si on a le droit de respirer sans risquer de donner un virus à quelqu'un, quoi. Donc oui, oui, bien sûr, on continue. On n'a pas le droit de rater un animal, on n'a pas le droit de rater quelqu'un qui aurait pu faire un geste. Et de toute façon, on fait. Et moi, je ne suis pas énormément convaincu que les formations e-learning sur du premier secours soient en adéquation. C'est de la pratique, c'est de l'échange, c'est des choses qu'on doit vivre. Et vivre quelque chose par procuration sur Internet, ça marche pour des cours de maths, ça marche pour des cours de théorie. Mais à mon sens, ce serait un manque de respect que de partir sur une formation de premier secours en e-learning. Voilà. Donc, ce que je vous propose du coup,
C'est pourquoi on est là ce soir, pour parler un peu de matériel. Tout simplement parce que bon, on peut croire beaucoup de choses, on peut avoir des savoir-faire, des savoir-être, mais le jour où on a un problème, si vous n'avez pas un minimum de matériel qui vous permette de faire aller mieux votre animal, eh ben, on va se retrouver très rapidement limité. Voilà. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est une trousse de secours. Quand on parle de trousse de secours, là j'en ai une là, voilà, une trousse de secours. Elles peuvent avoir les formes que vous voulez, les couleurs que vous voulez, même, je dirais à la rigueur les caractéristiques que vous voulez. L'idée d'une trousse, on va commencer par ça, c'est de se dire que plus une trousse va être grande, plus une trousse va être lourde, moins on la prendra. Là, on va revenir à ce qu'est un humain. C'est bien, on peut avoir des modes. Voilà. J'ai besoin d'une trousse, je m'achète une trousse, j'ai été sensibilisé à ça. Maintenant, si votre trousse, elle est statique en permanence, elle ne bouge pas, elle ne vient pas avec vous, et ben, concrètement parlant, le jour où vous en aurez besoin, ça s'appelle la loi de l'embêtement maximum, loi de Murphy, vous ne l'aurez pas sur vous. Donc déjà, une trousse, c'est quelque chose qui est assez compact, avec le minimum de matériel dedans, qui soit suffisant pour intervenir sur tout, et pas trop de matériel qui ne nous servira à rien. D'accord? Donc c'est le but de cette soirée, c'est de vous expliquer comment avec un matériel, on peut faire 3 ou 4 choses. Voilà. Dès qu'on parle de trousse, je vais l'ouvrir. On va privilégier, voilà, je prends un exemple de trousse, une trousse qui est compartimentée. Alors, pourquoi compartimentée? Tout simplement, il y a un intérêt sur la partie du stress. À partir du moment où vous avez tout votre matériel dans un seul pochon, une seule caisse, un seul carton, le jour où vous êtes en stress, vous ne trouverez pas l'objet que vous avez besoin là tout de suite. C'est un peu un syndrome que certains d'entre nous on connaît quand on a un bag ou un sac à main et qu'on cherche quelque chose et qu'on ne trouve pas, ou on cherche les clés de sa voiture qui sont sur le meuble à l'entrée et qu'on ne les voit pas. Tout ça fait que comme on est un peu dominé par nos émotions, si on n'a pas du matériel, et surtout sur les premiers secours, qui est rangé à un emplacement spécifique, on va se retrouver rapidement perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre trousse, elle doit toujours être à portée de main. Et à portée de main, ce n'est pas dans un placard, ce n'est pas au fond de la voiture. Parce que tout simplement, si vous n'avez qu'une, quand vous la chercherez dans votre maison, parce que vous avez un problème à la maison, elle est dans la voiture, elle est peut-être dans une caisse, elle est peut-être dans une valise, et vous ne savez plus où elle est. Donc il faut absolument, au même titre que les extincteurs en incendie, votre trousse de secours, elle soit visuelle, elle soit visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut très bien à l'entrée de sa maison, alors oui, tant pis pour le côté, je dirais un peu design de la maison, se mettre un petit crochet et pendre la trousse à ce crochet, tout simplement parce que le jour où vous en avez besoin, c'est dans les secondes qui suivent, c'est pas dans les heures qui suivent, et on a tous l'expérience d'avoir couru après quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Or, l'animal en souffrance, lui, il n'a pas le temps. Donc c'est pour ça, avoir une trousse déjà assez compacte. Deux, il va falloir connaître comment elle est faite. C'est pour ça que si vous l'achetez complète, cette trousse, quelle que soit la trousse que vous achetez, ce soir je ne vais pas faire de publicité de marque, vous connaissez le matériel qui est dedans en termes de qualité. Et on va être très simple, je vais commencer par ça. Si vous achetez sur Internet du matériel, faites absolument attention à la qualité du matériel que vous achetez. On n'a pas, à mon sens, le droit d'acheter du matériel au rabais quand il s'agit de prévention et de sécurité. Encore une fois, moi, c'est mon respect animal. Moi, je le préconise à tout le monde, mais je ne l'impose pas aux gens. Donc, si vous achetez tout fait, la première chose à faire à la maison, c'est de l'ouvrir, cette trousse, de tout poser par terre, sur une table ou sur la moquette, et vous rangez cette trousse à votre méthode. On a tous une méthode différente. La seule chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que si on est dans le timbre d'une famille, il faudra absolument que la famille ait le même type de rangement. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on doit faire consciencieusement. Et c'est très important ce que je vous dis, plus important même que de savoir à quoi sert le matériel, c'est que si vous ne savez pas ce que vous avez dans votre trousse, comment elle est rangée et où elle est, ça ne servira à rien tout le reste. D'accord? Donc voilà pour ça. Ensuite, votre trousse, c'est parti, on va attaquer le matos qu'on va mettre dedans. Alors, pour le matériel qu'on va mettre dedans, nous on a voulu mettre du matériel qui soit en adéquation du respect de ce qu'on appelle la médecine vétérinaire. À aucun moment dans le matériel que je vous montrais, il y a du matériel qui permettrait de faire ce qu'on appelle un geste invasif. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous possédez un matériel qui pourrait potentiellement être invasif, c'est-à-dire entrer dans le corps de l'animal, vous serez tenté de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur une situation d'urgence, on est sur quelque chose qui est très risqué d'un point de vue émotionnel, et le simple fait de se dire «j'en ai» peut vous donner l'idée, des fois malheureuse, de dire «ah, je le fais». Et là, on peut générer beaucoup plus de conséquences que de réussites. Beaucoup de gestes qu'on peut faire avec ces matériaux-là sont des gestes techniques. Donc tout le matos que je vous montre, c'est du matériel grand public qui peut servir autant pour vos chiens, pour vos chats, pour vos lapins, que pour vos enfants, vos maris ou vos femmes. D'accord? Allez, on va commencer par le début. À partir du moment où on parle de matériel de premier secours, la première chose qu'on doit avoir, et je la montre, elle est là, elle est blanche, vous pouvez la voir en bleu, en noir, en rose, en violet, ce sont des gants de soins. Alors les gants de soins, il y a plusieurs matières. Donc, il existe le vinyle, le latex, le nitrile, le PVC. Les couleurs, j'en parle même pas, on peut avoir du noir au violet en passant au bleu, au rose. L'idée, ces gants de soins, ils sont
obligatoire, vous devez en avoir au minimum 2 paires. Pourquoi? Ils vont vous protéger contre ce qu'on appelle les risques, infectieux. Et les infections qu'on connaît le plus avec les animaux, ça s'appelle les zoonoses infectieuses. Alors, il y a à peu près une cinquantaine de zoonoses infectieuses qui ont été référencées en Europe. Ces zoonoses, elles peuvent s'attraper par le contact avec le sang, avec l'urine, avec les déjections au sens global du terme, hein, avec le vomi. Mais si je parle de 2 zoonoses typiques que tout le monde a déjà, dont tout le monde a déjà entendu parler, qui sont la teigne et la gale, ce sont des maladies qu'on peut attraper en touchant un animal, tout simplement en le touchant. Donc oui, vos animaux à vous sont suivis, mais il est possible qu'on doive intervenir sur un animal qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit dans un parc, que ce soit lors d'un cours, ou d'une sortie. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous touchez un animal que vous ne connaissez pas, même s'il n'est pas forcément, blessé gravement, on se protège tout simplement, de ce type de zoonoses qui sont en train de faire des résurgences aujourd'hui. Donc des gants de soins. Alors les gants de soins, prenez toujours une taille de plus que vos mains pour quelque chose de très simple. Comme vous allez transpirer, comme vos doigts vont gonfler avec le stress, vous n'arriverez pas à les mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec des gants? Parce que c'est bien d'avoir des gants pour se protéger, mais je vous ai dit 2 paires. Parce qu'on peut très bien, avec un gant, se servir de ce gant pour récupérer du vomi, par exemple, ou un caca de chien que vous voulez emmener chez le vétérinaire. Parce qu'il a un aspect qui est pour vous douteux, donc ça va vous permet de faire un prélèvement. C'est pour ça que les gants sont toujours non talqués aussi. Donc, des gants de soins, c'est non talqué, comme ça c'est neutre, et ça peut vous permettre de récupérer des choses. Ensuite, dans un gant, on peut aussi, tout simplement, sur un chien qui s'est amputé une patte. Je prends l'exemple avec nos amis des premiers écologistes chez nous en France qui s'appellent les chasseurs. Il y a ce qu'on appelle des piégeurs qui posent des pièges qui normalement doivent porter le numéro de référence du chasseur. Mais si le chien s'est amputé la patte, le simple fait de coiffer le moignon de la patte de chien avec ce gant va créer ce qu'on appelle une hémostase. Alors je reviens tout de suite sur ce mot que je vais employer 2-3 fois dans ma description. L'hémostase, c'est l'arrêt de l'écoulement du sang. À partir du moment où c'est du plastique, à partir du moment où c'est quelque chose qui est étanche, il va suffire de mettre ça au plus proche de la patte du chien et de se servir d'une bande pour venir serrer ça de façon à ce que le sang ne passe pas à travers. Voilà, tout simplement. Donc un gant peut me servir soit à me protéger, soit à venir faire ce qu'on appelle un pansement hémostatique sur la patte d'un chien, ou bien récupérer des déjections. On verra ça après, je vous montrerai comment aussi avec ça on peut faire ce qu'on appelle un tampon relais, mais j'aurai besoin un peu plus de matériel que je vous montrerai après. Donc je me le garde de côté. Comme je vous ai parlé de bandes, on va parler de ces bandes. Alors, il y a plusieurs types de bandes qui existent aujourd'hui. Donc, vous avez des bandes qu'on va acheter qui vont être toujours. Les bandes, quand vous les achetez, elles sont emballées. Et généralement, on ne les ouvre pas. Donc, aujourd'hui, vous avez des bandes que je vais dire un peu premier prix, des bandes blanches, un peu immaculée conception. Vous savez, quand vous les ouvrez, vous accrochez un doigt dessus et au final, 10 centimètres plus loin, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Moi, ce que je vais vous préconiser, c'est ce type de bande qu'on appelle des bandes crêpes. Alors, la bande crêpe est très intéressante. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en place, donc une bande crêpe, c'est pour mettre en place un bandage. Donc là, par exemple, vous avez une bande crêpe qui fait 10 centimètres de côté, hein. Moi, je préconise du 10 centimètres ou du 7 centimètres 5, tout simplement parce que on a des chats, des chiens. Ça mesure 4 mètres de long, on peut faire plein de choses avec. Et en fait, cette bande crêpe, elle est rustique. Vous allez pouvoir la dérouler avec une seule main. Et pourquoi avoir l'intérêt de dérouler une bande avec une seule main? C'est que ma deuxième main, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de tenir le chien, tout simplement. Elle est en train de gérer du matériel. Or, si vous avez une bande qui n'est pas un peu rustique, dont vous n'avez pas la culture, concrètement, vous serez embêté. Donc, moi, je préconise toujours d'avoir une ou deux bandes de ce type-là, bande crêpe, voilà, qui vous permettront alors plusieurs choses, soit de faire un bandage, donc de tenir mon fameux gant que je vous ai montré tout à l'heure sur une amputation. On peut tenir aussi un bandage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec une bande? On va pouvoir aussi faire une muselière de fortune. Pourquoi? À partir du moment où un animal est stressé, à partir du moment où un animal a mal, avant toute intervention, et on refera, si tu le veux bien, toute petite séquence sur la sécurité dans l'approche de l'animal blessé. Bien sûr. À partir du moment où vous voulez faire un geste sur votre animal et à minima le faire monter dans la voiture, je vais prendre un exemple de choses qui peuvent arriver avec des vieux animaux, des vieux chiens par exemple, qui peuvent avoir un peu d'arthrose. Quand il va falloir le lever pour le mettre dans la voiture, si vous lui faites mal, la première réaction qu'il peut avoir, c'est de mettre un coup de dent. Alors, c'est pas qu'il veut vous mordre, c'est qu'en fait, il a mal. Donc, c'est vrai, à partir du moment où vous avez une bande, il y a une technique qui permet de faire des nœuds, qui permet de faire une contention de museau. Alors, je continue avec ma bande, on peut faire plein d'autres choses, on peut attacher une attelle. Et enfin, on peut faire encore une dernière chose. On a très souvent des chiens libres. Moi, je vois souvent quand on se promène avec d'autres chiens ou quand on est en libre, et avec une bande de 4 mètres de long, je peux faire au moins 2 laisses pour attacher les autres chiens. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez un chien blessé, il faut absolument qu'il n'y ait aucun autre animal qui vienne vous embêter pendant votre action. Donc, une bande sert à plein de trucs différents. D'accord? Donc, 2 bandes, pourquoi? Parce que on est très vite limité, hein. Sur le plus gros chien qu'on a pu avoir, qui était un mastif de 106 kg 600, donc si vous ne voyez pas ce que c'est un mastif, regardez Google, vous allez voir, c'est un peu énorme. Et on a mis 4 bandes pour tenir un bandage.
Wow. Donc, ça veut dire que derrière, si vous aviez un chihuahua, une bande et vous faites Ramsès 18 avec. Donc, l'idée, vous devez avoir du matériel en termes de contenance, en termes de nombre, qui soit en rapport avec vos animaux, tout simplement. D'accord? Donc, 2 bandes, type bande crêpe, rustique, facile. Et surtout parce que vous l'utilisez à une main. On en arrive à quelque chose d'un peu particulier. Alors, je cache les marques, ça s'achète sous vide et ça s'appelle le fameux pansement compressif. Alors, un pansement compressif est quelque chose que l'on va acheter dans le but de se prémunir d'une hémorragie externe, c'est-à-dire une hémorragie où le sang coule à l'extérieur du corps de l'animal, donc suite à une blessure, que ce soit avec un morceau de bois, parce que l'animal se serait blessé avec, un morceau de ferraille, un morceau de verre, ça peut être suite à une bagarre de chien aussi, et il y a plein d'autres cas de figure où on a du sang qui sort. L'idée de ce pansement compressif, eh ben, c'est de créer cette fameuse hémostase dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre quelque chose au contact de la plaie et de serrer autour de ce produit de façon à ce que ça ne passe pas à travers. Alors, je vous montre un exemple. Donc, celui-là, il est ouvert. C'est une bande sur laquelle a été fixée, je ne sais pas si on voit bien la caméra, Oui. ça, vous voyez, c'est un peu bleu, c'est ce qu'on appelle du pansement américain, un quart de pansement américain en termes de taille. En fait, c'est très simple. Les femmes, vous connaissez ça, sous le terme de serviette hygiénique, tout simplement. L'idée, c'est que ça ne passe pas à travers. Et comme vous avez une bande et que vous allez pouvoir comprimer autour, eh ben, tout simplement, ça va empêcher le sang de passer à travers. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il faut faire attention à ce que l'on achète. Alors, encore une fois, pas de marque. Je vous montre un truc que j'ai acheté, pas cher. Quand je dis pas cher, c'est peut-être 20 à 30 centimes de moins que ce que je viens de vous montrer. Alors, même nomenclature, même photo, qui sont toujours non contractuelles. Et regardez ce qu'on reçoit par la poste. Là, on n'a plus de quart de pansement américain, on a une demi-compresse qui est au milieu de ma bande. Ça veut dire quoi? Et c'est la dernière fois où j'en parlerai donc dans ce petit tuto, dans ce petit e-conférence, c'est si vous achetez du matériel, il faut que vous ayez la main sur la qualité du matériel que vous voulez. Il faut que vous ayez la culture de ce matériel parce que quand vous l'aurez acheté neuf, vous n'aurez pas envie de l'ouvrir. Et c'est là où on se trompe. Des fois, il vaut mieux l'ouvrir pour savoir à quoi il ressemble, quitte à le remballer après, plutôt que d'être surpris le jour du problème. Voilà. Donc typiquement, c'est le genre de matos qu'il ne vous faut pas. Donc faites attention, parce que les photos ne sont pas contractuelles. D'accord? Donc ça, et aujourd'hui, on a le luxe. Alors le luxe, je vous le montre, il est là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un pansement First Care. C'est simple, hein, c'est Israël, l'armée israélienne qui a inventé ça. Ça date longtemps, hein, presque la guerre des 6 jours. Et ça ressemble à ça. Regardez, c'est beaucoup plus rustique. Nous, dans les forces armées, c'était mon ancien métier, et c'est ce qu'on utilisait. Donc, vous voyez, c'est la même chose, avec une bande beaucoup plus rustique, avec des trucs en plus qui permettent de fixer et de faire un serrage, sachant qu'en plus, la notice d'emploi est située derrière, ou bien que si vous venez faire une formation, on vous en parlera pendant la formation. Donc, entre des petites bandes, ça et ça, il y a un monde, et encore une fois, c'est à vous de choisir ce qu'il vous faut. Bien. Alors, pendant qu'on en est à ça, je peux très bien moi réaliser mon pansement compressif avec mon gant de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me suffira de faire dedans? Si j'ai un chiffon, je peux très bien mettre moi un chiffon dans mon gant, et si je mets un chiffon dans mon gant, ça devient un pansement totalement hémostatique. Avec une bande, je ferai la même chose. Donc là, on est réellement sur ce qu'on appelle du secourisme avec des moyens de fortune. D'accord? Allez, je continue. Ceci est une seringue. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de geste invasif, donc pas d'aiguille. Une seringue, minimum 20 ml, qui peut me servir à quoi? Plusieurs choses. Un, elle peut me permettre de récupérer du pipi de chien, tout simplement pour emmener le pipi de mon chien ou de mon chat ou de mon lapin chez le vétérinaire pour que lui puisse voir ce qu'il y a dedans, la couleur, et tout simplement faire une analyse. Ensuite, à quoi peut me servir une seringue? À donner de l'eau à mon animal qui est déshydraté. Tout simplement parce qu'il sera dans un état où il sera un peu apathique. Ça me permettra de le réhydrater sans perdre de l'eau. Car encore une fois, si on est en été, on n'a pas beaucoup d'eau sur nous et il faut l'économiser. Ensuite, si vous rajoutez un petit truc que j'ai trouvé, en fait, c'est un petit morceau de tuyau. Vous savez, les fontaines à eau. Donc, je récupère un petit morceau de tuyau et regardez bien ce qui se passe. C'est que mon petit morceau de tuyau, il s'applique directement sur ma seringue. Et à ce moment-là, ça me permet, dans l'autre sens, de venir aspirer tout le mucus, toute la bave qui pourrait être dans la gueule de mon chat ou de mon chien. C'est un tuyau qui est très souple. C'est juste pour aspirer toute la bave qui serait dans la gueule de mon chien. Donc, vous voyez, une seringue, elle peut me servir autant en aspirant qu'en projetant. Enfin, une seringue, si vous mettez de l'eau tiède dedans, j'insiste, de l'eau tiède, vous allez pouvoir nettoyer une plaie. Alors, de l'eau tiède, pourquoi? Parce que quand vous voulez rincer une plaie, si vous mettez de l'eau froide, cela va faciliter ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire que la plaie va se resserrer, et de l'eau chaude, ça va faire l'inverse. Ça va s'ouvrir et encore plus de sang. Mettez de l'eau tiède, ça vous permettra de rincer, donc de sortir les impuretés, sans pour autant changer la morphologie de la plaie. D'accord? Donc, une seringue. Ensuite, on va continuer. Un sac à d'éjection. Alors, le sac à déjection, le sac à chien, tout simplement, un crotte de chien. Donc, il nous sert certes à nettoyer derrière nous quand notre copain poilu laisse un caca par terre, mais il peut me servir à d'autres choses.
Un, vous avez tout à l'heure, on peut récupérer un caca ou du vomi pour l'emmener chez le vétérinaire. Deux, je peux coiffer un moignon et avec la bande, faire ce qu'on appelle un pansement compressif. Trois, si j'ai pas de gants, bah, j'ai une moufle. Au minimum, j'ai une moufle. Alors, ça sera jamais aussi efficace, bien sûr, mais ce sera toujours mieux que rien. D'accord? Donc, avec un sac, encore une fois, je fais plein de choses. Et encore une fois, si je mets un chiffon à l'intérieur, eh ben, j'ai mon tampon relais. Ça, c'est l'étanchéité. Allez, mon ami, le thermomètre. Alors, à quoi sert un thermomètre? Ça, tout le monde le sait, c'est pour prendre la température. Alors, pour prendre la température, il faut être très simple. Il faut comprendre des choses. Il faut absolument que la sonde qui est ici vienne toucher la muqueuse anale de votre animal. Donc oui, la thermomètre, ça se prend dans le rectum de notre chat ou de notre chien. Ça veut dire que vous aurez aussi toute une phase d'apprentissage de l'animal à ça. On appelle ça communément du soin coopératif, du medical training, vous mettez le nom que vous voulez. L'idée, c'est qu'il faut que l'animal découvre que ça fait pas mal, qu'il est récompensé s'il accepte. Bah, souvenez-vous un peu quand on était enfant, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas le jour où vous avez un doute que tout à coup votre chien va être surpris non seulement par un, il a un problème, et deux, par le thermomètre. Alors le thermomètre, pour toucher la muqueuse anale, il va falloir l'enfoncer, surtout il va falloir relever ou le descendre de façon à ce que la sonde touche la muqueuse, et pour pas le blesser, du coup je préconise d'avoir ce qu'on appelle des thermomètres en bout flexible. D'accord? Bien. Après, bien sûr, encore une fois, en fonction du thermomètre, tout est sur la notice d'emploi. Donc encore une petite parenthèse, quand vous achetez du matériel et qu'il y a des notices, je ne parle pas de votre téléphone, là je parle de matériel qui peuvent sauver des vies. S'il vous plaît, lisez ces notices. Parce que des fois, on pense savoir, parce que depuis 3 générations dans votre famille, on vous dit que c'est comme ça. Et des fois, on est surpris parce que c'est pas comme ça que ça s'utilise, tout simplement. D'accord? Donc, thermomètre en rectal, et j'incline vers le haut, vers le bas pour que la sonde elle touche la muqueuse. Ça va pour l'instant? Merci. Bien. Une paire de ciseaux. Alors, je vous montre une paire de ciseaux qui est un peu spéciale. Alors, comme dit, hein, ce pas les ciseaux qu'ont tout le monde, c'est les ciseaux que vont avoir tous les pompiers, tous les gens qui font un peu de secourisme, beaucoup de militaires. Euh, pour être très simple, vous devez avoir à couper quoi? Du poil, des compresses, des bandes, mais un peu plus chiant, du poil avec du sang. C'est beaucoup plus épais. Et des fois, on peut avoir coupé un collier, un harnais, un chat qui s'en met dans une ficelle. Donc c'est pour ça que je préconise une paire de ciseaux qui s'appelle, c'est un type, c'est pas c'est pas une marque, c'est le type Gesco. Alors particularité, déjà, je peux mettre mes doigts d'adulte dans les trous là. Numéro 2, la lame du bas, elle est arrondie, de façon à ne jamais risquer de blesser. Si je continue, la lame du bas, elle est crantée. Je ne sais pas si on va voir qu'elle est crantée. Mets un peu plus de profil. De profil. Ouais, on voit pas trop. Elle est crantée, ça va permettre surtout de pouvoir accrocher quand le vêtement, enfin le vêtement, le collier, il est épais, de façon à ce que quand vous coupez, ça ne recule pas. La dernière chose, c'est sa forme. C'est une forme de bras de levier, ce qui va donner de la force. En équivalent pour les humains, avec ça, on découpe toutes les paires de chaussures et les blousons de motard sans aucun problème. D'accord? Donc moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous avez besoin de couper une compresse, c'est bien, mais si vous aviez besoin de couper quelque chose de beaucoup plus épais, une bonne paire de ciseaux, ça vous marche. Ça marche pas mal. D'accord? Allez, on continue. Typiquement, une ceinture de voiture aussi? Ceinture de voiture, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, vous connaissez? Les compresses. Alors, des compresses, encore une fois, ce n'est pas le paquet de 500 que vous avez acheté en papier craft, parce qu'une fois qu'il est ouvert, il y en aura partout. Et en fait, ce n'est pas du tout hygiénique. Il faut avoir des paquets de compresses comme ça, par 5 par exemple. Ici, encore une fois, c'est du 10 cm. Et les compresses, elles vous serviront à quoi? Tout simplement, soit à nettoyer une plaie, soit à faire un bandage, soit à faire une protection. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Encore une fois, je ne sais pas si vous remarquez bien, ça brille parce qu'il y a de la matière plastique devant. Ce qui veut dire que ça, plus ça, vous avez encore une fois mon bandage compressif en cas d'hémorragie. Tout simplement parce que ça me permettra d'avoir un peu de matière pour faire le tampon, une étanchéité avec la couche plastique, et si j'ajoute à ça une bande, je peux intervenir sur les hémorragies. D'accord? Bien. On arrive à un petit lot que je mets moi toujours ensemble dans la même pochette. Mais moi, David, moi je vous engage à faire comme vous voulez. Elle va être constituée quoi, ce petit lot que je vais vous montrer? Là, c'est ce qu'on appelle une poche à froid instantané. Froid instantané, vous avez 2 produits à l'intérieur. Donc là, c'est des grosses poches, hein. Moi, je pars du principe qu'il faut de la qualité. Donc, par exemple, moi, je me fournis en Italie. Et je vais taper un grand coup de poing sur ma poche et quand je vais la secouer, je vais activer les produits chimiques qui sont dedans. Et cette poche va me faire du moins 4 degrés. Moins 4 degrés. Alors, ça va me servir sur toutes mes problématiques liées à la chaleur pour faire descendre une température chez un animal, par exemple. Alors, attention à l'utilisation. Hein. Du trop froid sur du trop chaud va créer autant un problème qu'un coup de chaleur, tout simplement. L'utilisation du froid ou du chaud est aussi liée, quelque part, à un savoir-faire.
Donc, le froid me permettra de faire descendre la température interne à une condition de faire ce qu'on appelle un tampon thermique avant, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait trop de fraîcheur qui passe. Le froid, potentiellement, à quoi peut me servir d'autre le froid? Euh, Coup de chaleur. Coup de chaleur. Ça ne me vient pas tout de suite à la tête, si j'y repense, j'en parlerai, mais ce sera déjà pas mal. Alors, l'idée de se dire que le froid anesthésie la douleur, oui, pour l'humain, parce que l'humain a un seuil de tolérance à la douleur qui est un peu fragile. Maintenant, chez le chien, on n'en a aucune idée. Donc, concrètement parlant, ça marche pour l'homme, ça marche pour le chien, pourquoi pas. À savoir que si on doit appliquer du froid, c'est jamais, jamais, jamais sur une déformation suite à ce qu'on appellera un traumatisme osseux ou articulaire, et jamais sur une plaie. D'accord? Jamais, jamais, jamais. D'accord? Ensuite, s'il y a du froid, ben, il existe aussi du chaud. Et ben là, c'est la même chose. Et regardez là, là, tout à coup, on va passer à 50 degrés. 50 degrés. Et là, 50 degrés, c'est pareil. Ça me permettra de faire l'inverse. Quand j'ai un chien qui a besoin, ou un chat, hein, il faut que je remonte la température, mon chaud va être salvateur. Là, c'est typiquement pour les animaux qui tombent dans l'eau. Un chien qui, par exemple, est en train de faire un peu le Rambo et qui escalade la bordure d'une rivière, qui tombe à l'eau, quand vous allez le récupérer, il faut le réchauffer. D'accord? Attention à quelque chose, 50 degrés quand votre chien est tombé en hiver dans de l'eau à 6-7 degrés, ça aura aussi une conséquence. C'est pour ça que vous ne devez jamais être au contact direct. D'accord? Ça me servira aussi à autre chose. Si vous avez un animal hémorragique, il faut savoir que pour 1 degré de température en moins, c'est 10% de coagulation en moins. Ce qui sous-entendra que si le chien il se refroidit, il perdra encore plus de sang. C'est pour ça qu'il faut réchauffer en permanence votre chien. Mais qu'il ne faut jamais réchauffer l'endroit qui saigne, tout simplement parce que si vous réchauffez l'endroit qui saigne, le chaud favorise ce qu'on appelle la vasodilatation. Donc il faut qu'avec ça, on réchauffe la température générale, mais qu'on ne vienne pas en local. Encore une fois, c'est l'utilisation du matériel. C'est pour ça qu'on a créé des formations d'ailleurs. Et pour éviter tout ça, je vous présente le gant de toilette. Alors le gant de toilette, tout le monde en a à la maison et on ne sait plus trop quoi en faire parce que plus beaucoup de personnes l'utilisent. Et moi, je peux vous dire qu'en premier secours, c'est juste une évidence. Regardez bien, si je suis en version hiver, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Eh ben, moi, je pars en balade. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon gant de toilette? J'ai mis ma poche à chaud. Ce qui fait que je vais pouvoir aussi la percuter et la secouer pour activer les produits. Mais si je ne mouille pas le gant de toilette, je parle d'un gant de toilette neuf, hein, eh ben, ça me fait un filtre thermique, ce qui fait que les 50 degrés ne transperceront pas. Par contre, si je le mouille, je facilite quoi, le passage de la température. D'accord? Bien, n'oublions pas non plus, et tant mieux aussi, que le chien a du poil. Donc attention à ça aussi. Pour faire passer la température au niveau du corps de l'animal, il va falloir mouiller l'animal. Et là, c'est compliqué, il faut mouiller le poil, mais il faut mouiller la peau de l'animal. Alors comment mouiller certains chiens? C'est compliqué. C'est pour ça que l'idée, pourquoi pas, la fameuse seringue, mettez de l'eau et vous allez mouiller de la peau vers le haut. C'est-à-dire quand vous mettez de l'eau directement au contact cutané de l'animal, vous avez plus de chances de faire remonter de l'eau que si vous l'arrosez par, je dirais, tout simplement par l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire, hein? Bien, parce que certains chiens sont étanches un peu. Hein. Prenez certains Terre-Neuve, prenez certains Samoyèdes, c'est compliqué. Et il faut absolument que des fois le froid ou le chaud il passe. D'accord? Bien. On rajoute à ça quoi? La fameuse couverture de survie. Alors que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler. Alors une couverture de survie, encore une fois, il y a deux couleurs, dorée, argentée. La couleur dont il faut absolument que vous mémorisiez, c'est celle que vous avez toujours eu en mémoire, c'est le doré. On met le doré à l'extérieur quand on a besoin de capter du rayonnement de notre ami le soleil, de façon à réchauffer un peu l'animal. D'accord? Mais la couverture en elle-même ne crée pas de chaleur. Qu'est-ce qui va créer la chaleur? C'est ce que vous mettez avec l'animal en dessous. En gros, vous ne devez pas recouvrir l'animal, vous devez l'enrouler dedans. Et à ça, on va devoir ajouter quoi? Soit de la chaleur, soit de la fraîcheur, en fonction de ce que l'on cherche à obtenir. Soit réchauffer, soit refroidir. Mais maintenant, il y a un ennemi. C'est que ça réverbère la chaleur ou la fraîcheur. Si vous mettez une poche à chaud sous la couverture de survie, et que vous ne faites pas attention à prendre la température de votre animal, il va franchir la température normale 38-39, 38,2, 39,2, mais il va continuer de monter. Et là, c'est encore plus un danger. Donc attention à ça. Ça ne crée pas de chaleur, par contre, ça la concentre. Donc l'utilisation, même si ça vous paraît simple pour un humain, peut très rapidement avoir des conséquences sur la santé de vos animaux. D'accord? Bien. Passage, c'est étanche. C'est étanche, c'est un tampon en lait. Toujours pareil sur l'hémorragie. Bien, mais comme vous en aurez besoin pour courir l'animal, pas qu'il se refroidisse, prendra autre chose. Je continue. Vous connaissez ça. Normalement, parmi vous, tout le monde un peu connaît, ça s'appelle le tire-tique. D'accord? Alors le tire-tique, c'est quoi? Je vous les sors. Et on a des infestations. Maintenant, les tiques sont devenues monnaie courante un peu partout. Alors, il y a toujours deux tire-tiques dans les petits sachets qu'on les achète comme ça. Donc ça, c'est un matériel qui est très efficace. Alors, le crochet à tique, c'est fonction de la taille de la tique.
D'accord? Pour la nymphe et la larve, quand la tique n'a pas mangé, c'est le petit. Et puis quand la tique elle est grosse, prenez le gros tire-tique. Alors, comment ça fonctionne? C'est toujours la même façon. Vous devez un peu, bon, vous voyez qu'il y a la tique au niveau de la peau de l'animal, vous écartez un peu le poil et vous allez venir prendre avec ce crochet le plus proche possible de la peau de l'animal. Et après, vous allez tourner. Alors, il n'y a pas de sens, hein, dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est de faire au moins 2 tours, de façon avec une petite traction, la tique va se décrocher. Alors, il n'y a pas de sens dans la rotation, tout simplement parce que je ne connais pas d'insecte qui se visse. D'accord? Pour dévisser un tique, ce serait compliqué, parce que vous entendrez qu'il se visse. Derrière, la tique, quand elle vous mord, elle va enfoncer son rostre au niveau cutané. Et en fait, il faut tout simplement décrocher ce rostre. Donc, vous allez tourner un sens ou l'autre. Vous allez ressortir la tique. Et là, vous allez vérifier s'il y a bien la tête, tout simplement. D'accord? Et vous vérifiez s'il y a bien la tête. Après, ce n'est pas terminé. Je ne parle pas de ce que vous allez faire de la tique. Vous allez maintenant, par rapport à l'animal, venir désinfecter l'endroit où il y avait la tique, parce que c'est une plaie. D'accord? Donc là, on désinfecte. Donc le crochet à tique, qui s'appelle un tire-tique, mais en fait devrait s'appeler un tourne-tique. D'ailleurs, hein, tous les gens qui font un peu d'anglais, le nom, c'est tick twister. Donc tick twister, c'est plutôt tourne. Voilà. D'accord? Et les tiques, vous en avez de plus en plus. Donc ça, c'est à veiller. Bien, je continue. J'avais juste une petite question, peut-être. Vas-y. Si justement on constate qu'il n'y a pas la tête, Ah bah, si on constate qu'on n'a pas la tête, à partir du moment où vous avez l'endroit où vous avez trouvé la tique et vous avez essayé de l'enlever, vous allez vous servir de quelque chose que je n'ai pas encore montré, mais qui est là maintenant, qui s'appelle une pince à écharde. Une pince à écharde, c'est une pince qui est pointue. Alors, j'insiste, une pince qui est pointue, elle est métallique. Et vous voyez, quand elle est de profil, on voit bien qu'il y a un jour au milieu. Ça vous permet d'être précis pour là, à ce moment-là, venir chercher la tête de la tique et l'arracher, cette tête de tique. D'accord? Il existe des pinces métalliques spécifiques, pinces à tique, hein, mais là, ça vous demandera d'avoir quand même ouais, un gros sac à dos de premier secours. Ça suffit largement avec le tire-tique. Ça veut dire aussi, et pour répondre à ta question, que quand vous allez enlever la tique, surtout sur les chiens à poil long, moi, je vous conseille de mouiller autour de la tique, de façon à ce que si le chien il bouge, vous allez retrouver la zone. Alors que s'il y avait du poil long, vous n'avez pas mouillé la zone en question, vous avez perdu la zone. D'accord? Moi, je mouille. Alors, vous servez un peu de ce que vous avez sur place. Hein, vous êtes en balade, de la salive, ça suffira largement. Quoi. Allez, si vous avez de l'eau, vous mettez de l'eau. Donc ça, la pince à écharde, c'est pour venir chercher soit la fameuse tête de tique dont tu me parles, soit un morceau de bois, un petit écharde qui serait rentré dans la peau de l'animal. D'accord? Attention, si c'est un épillé. Alors les épillets, on trouve ça maintenant, tout le monde connaît un peu ça dans le monde du chien ou les gens qui se baladent, hein. C'est les ergots de seigle, d'orge, de blé. Et l'épillé a une fâcheuse tendance, quand il est sous la peau, à progresser sous la peau de l'animal. Et si il est enfoncé dans la peau de l'animal et que vous arrachez l'épillé, mais que vous en oubliez un morceau à l'intérieur, là, ça peut devenir catastrophique. Donc un épillé, s'il est enfoncé sous la peau de l'animal, vous allez voir le vétérinaire dans tous les cas de figure. D'accord? Ça évitera beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes très, très graves. Allez, je continue. Hop, ça je le sors, ça s'appelle un masque de bouche, à bouche pour les humains. Et moi j'appelle ça un masque de bouche à truffe pour les animaux. Alors pourquoi la truffe? Tout simplement parce que quand vous regardez un animal qui est en souffrance, qui peut avoir eu une problématique liée à la chaleur ou à d'autres problèmes d'empoisonnement, aura énormément de bave au niveau de la gueule. Je pense que pas grand monde a envie de mettre sa bouche au contact de cette gueule, alors qu'un museau est beaucoup plus propre généralement. Et là où va la truffe, va aussi la gueule, c'est les poumons. Alors j'insiste sur quelque chose de très important, et encore une fois, il faut vérifier le matériel que vous achetez. Il faut que sur votre matériel, il y ait ce qu'on appelle, vous voyez ici, c'est en blanc avec un petit point rouge, c'est un clapet anti-retour. Alors le clapet anti-retour et le masque de bouche à bouche, ça va vous servir tout simplement afin d'éviter les contacts infectieux. Alors ça, c'est une première chose. Mais beaucoup vont me dire, ouais, mais moi, c'est mon chien, il faut que je fasse quelque chose. On verra ça dans la noyade, par exemple, ou dans l'arrêt cardiaque. Mais ce n'est pas que pour le problème infectieux. Ça vous évitera aussi, si malheureusement vous soufflez un tout petit peu trop, brusquement ou trop fort, d'avoir un retour gastrique de l'animal qui rentre dans votre bouche. C'est pour ça que, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que bientôt vous allez manger tous. Un clapet anti-retour vous évitera ce petit problème. Voilà, donc c'est vraiment pour les deux solutions, d'accord? Pour les deux problématiques, pardon. On continue. Alors, ça, c'est pareil, il y a plein de couleurs. C'est ce qu'on appelle un champ opératoire. Alors, les champs opératoires ou champs de soins, ça vous permet en humain, hein, pour quand vous allez faire une suture ou travailler pour nettoyer ou travailler sur une zone qui a été blessée, de travailler proprement. Pour un animal, moi je trouve ça très intéressant d'en avoir dans notre trousse. Pourquoi? Parce que votre chien qui fait 30-40 kilos, il est par terre. Et la question qui va se poser, c'est vous faites quoi de votre matériel? À partir du moment où ça c'est étanche, vous allez pouvoir poser ça par terre un peu comme une nappe quand vous faites du pique-nique, et vous posez votre matériel, pas la trousse. Vous ouvrez votre trousse, vous préparez votre matériel, puis après vous allez vous occuper du chien.
Parce que vous ne pouvez pas non seulement tenir le chien, en même temps, vous devez ouvrir les fermetures éclairs et déballer votre matériel, c'est juste pas possible. D'accord? Donc, votre champ de soins permet de travailler proprement parce que votre matériel n'est pas sur votre oreille, dans la bouche, dans les narines, il est posé par terre. Ce qui est bien comme c'est étanche, encore une fois, étanche, ça, plus une bande, encore une fois, pour les hémorragies. On peut faire plein de trucs pour les hémorragies. Allez, j'avance, j'avance, j'avance. Un morceau de sangle. Alors, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais je peux aussi le faire avec ma bande. C'est fait pour faire quoi? Le garrot. Le garrot, c'est pour les hémorragies externes, où ce coup-là, vous avez un corps étranger à l'intérieur, ou tout simplement parce que vous avez une fracture avec un os qui est apparent. On ne va pas pouvoir appuyer sur la plaie, et à ce moment-là, on fera un garrot en amont. D'accord? Donc, soit un morceau de sangle, soit à la bande. Il vous faut un lien qui soit pas trop élastique, d'accord? Même pas élastique du tout, et avec une grande capacité de serrage. Sachant qu'il existe aussi des garrots spécialement conçus à cet effet, d'accord? Voilà, là par exemple, c'est encore une fois, je ne montre pas de marque, mais il n'y a une seule marque qui le fait celui-là. Donc c'est du scratch, hein. Donc regardez bien, ça va vous permettre, vous le préparez, et vous avez une poignée. Et là, ça va vous permettre de mettre la patte, la queue de votre chien ou de votre chat dedans. Et quand vous tirez, regardez bien, on va pouvoir descendre quasiment jusqu'à 0. Et comme c'est du scratch, vous allez pouvoir le scratcher pour que ça fasse un garrot efficace et que le sang arrête de couler. Alors, ça existe aussi à cliquet. Il y a plein de garrots qui existent. Attention à quelque chose de très particulier. Cliquet et sable, cliquet et poil, c'est très problématique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du scratch, c'est pareil. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis que l'évidence, c'est que des fois, quand vous n'y arrivez pas, savoir se débrouiller avec ça, c'est quand même pas mal. D'accord? Bien, parce que le poil à poil ras, c'est facile pour un chien ou un chat à poil ras, mais si c'est un animal à poil long, ça devient un peu particulier. Allez, tout le monde en a, vous avez déjà vu tout le monde un peu dans vos trous, ça s'appelle du sparadrap. Alors, deux types de sparadrap, encore une fois, le sparadrap tissu, le sparadrap papier. Encore une fois, je préconise le sparadrap tissu. Pourquoi? Parce que le sparadrap papier, on a souvent tendance, vous savez, vous ne trouvez pas le bout et quand vous le déchirez, c'est toujours en diagonale. La moitié du temps, il colle ou il colle pas. Et surtout, l'utilisation de ça va être un peu particulière. Le sparadrap, il ne va pas me servir à fixer des bandages parce que ça ne marche pas, fixer un bandage sur le poil de l'animal. D'ailleurs, votre vétérinaire, quand il fixe un bandage, il va raser la patte de l'animal, il va coller de l'élastoplast parce qu'il faut qu'il y ait une adhérence. Et moi, j'aime pas trop qu'on fasse ça à notre niveau, à nous, de Primo Sauveteur, simplement parce qu'à force de coller, décoller, on peut créer des dermatites ou des problématiques. Donc, il y a des nœuds qui existent qu'on peut faire pour faire tenir les bandages, ça tient très efficacement. Par contre, mon sparadrap, il me permettra sur un chien qui est vraiment énervé, je ne sais pas quoi faire par rapport à son museau parce qu'il veut vraiment me mordre potentiellement, je vais me préparer un grand morceau de sparadrap et en plus de mon lien, je vais mettre par-dessus du sparadrap. En gros, deux sécurités valent mieux qu'une. N'oubliez pas que ce chien de 30 kg, il faut le mettre dans la voiture. Et comment vous allez le porter? Le chien est dans vos bras. Et à côté de la gueule de votre chien, généralement, vous avez votre cou. Donc, vouloir sauver un animal, c'est bien. Finir chez le vétérinaire, c'est mieux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on peut utiliser aussi, regardez, un morceau de lacet. C'est un petit lacet. Alors, je préconise 1,50 m, 1,50 m de lacet. Pourquoi? Parce que sur les grands chiens, il faut être certain de pouvoir faire la contention de museau. Et si vous avez un lacet un peu trop petit, vous risquez d'être très limité. Alors, ce même lacet, c'est pour ça que je le prends d'une certaine, quand même, un certain diamètre, peut me servir aussi à faire un garrot. Voire, pourquoi pas, une laisse. D'accord? Allez, on a presque fini. On va passer à ça. C'est simple, hein. C'est un rasoir. Alors, le rasoir, généralement, vous n'avez pas à le faire. Celui qui va s'en occuper, c'est le vétérinaire. Vous savez, quand vous avez votre animal qui est un peu blessé, le vétérinaire, lui, s'est occupé du soin. Il a rasé la patte et il vous demande si vous voulez faire ou pas, vous, les soins le soir. Et c'est pour ça que le poil est déjà rasé. Maintenant, sur une plaie simple, on peut très bien dégager les bords de la plaie avec un rasoir. Encore une fois, il faut être certain de ne pas trembler, de maîtriser son geste. Parce qu'avoir du matériel sans savoir l'utiliser, ça peut être dangereux. Donc, pour ceux qui n'ont pas appris à s'en servir, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ne pas en avoir. Si vous n'en avez pas, vous ne serez pas tenté de l'utiliser. Et donc, vous ne serez pas quelque part coupable, vous ne vous sentirez pas coupable d'avoir fait une bêtise. D'accord? Mais pour celui qui a appris, ça peut marcher. Et petite parenthèse, quand on rase le poil, c'est toujours dans le sens du poil, jamais à contresens. Bien, une petite logique. Alors, on a 3 produits qu'on préconise. On a presque fini. 3 produits. Alors, le premier produit, là, avec notre ami la Covid, on en entend parler tout le temps, c'est la solution hydroalcoolique. Alors, elle va me servir à quoi? Tout simplement, à la fin de mon soin, quand je vais avoir retiré mes gants, à être certain de pas me nettoyer, mais me désinfecter des germes, des bactéries. En fait, ça me sert à faire mon asepsie de mes mains. D'accord? Et c'est pour ça que je la préconise en sachet individuel. Donc, ce n'est pas une lingette imprégnée. Les lingettes imprégnées, non. La moitié du temps, c'est sec. Il n'y aura jamais assez de liquide dessus. Donc ça,
Et pourquoi j'ai autre chose, un petit message comme ça. Solution alcoolique, aujourd'hui, tout le monde s'en prend en permanence, s'en met sur les mains en permanence. Moi, je voudrais qu'à un moment donné, vous lisiez la composition de ces solutions alcooliques. Alors, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais vous êtes en train de bousiller vos défenses Bien. immunitaires de contact. Votre peau va devenir largement plus perméable qu'elle était avant. Il y a des perturbateurs endocriniens dans certains. Moi, je préconise un truc. Si vous voulez réellement savoir ce que ça peut faire comme dégâts, posez la question à des gens que vous connaissez peut-être qui sont aides-soignants, qui sont infirmiers, qui travaillent en hôpital, et ils vous diront que de l'eau et du savon, c'est merveilleux. L'eau et le savon. Ça, pas tout le temps. Par pitié, pas tout le temps. D'accord? Merci pour votre corps, parce qu'on n'a pas encore parlé des problèmes de peau qui arriveront dans 5-10 ans. Ensuite, 3 produits. Le premier produit, il faut en avoir un maximum dans vos trousses de secours. Alors, l'étiquette est toujours plus ou moins rose. C'est ce qu'on appelle du sérum physiologique, NaCl. C'est un liquide biologique neutre qui vous permettra surtout de nettoyer l'ophtalmique, les yeux de vos animaux. D'accord? C'est avec ça qu'on nettoie les yeux de son animal. D'accord? En petit bidon, ce qui vous permet, quand vous allez appuyer sur les côtés, d'avoir une petite pression pour déloger ce qui pourrait être dans l'œil de votre chien, de votre chat ou de votre lapin. Alors, attention à quelque chose aussi, hein, le sérum phi, ça n'a jamais désinfecté. Si maintenant, vous l'utilisez pour tout et n'importe quoi, parce que ça, on peut même le faire boire à son animal, hein, vous en aurez plus le jour où vous avez besoin pour les yeux. Je préconise aussi le sérum physiologique. Si vous mettez un bandage par rapport à, je sais pas, un arrachement de griffe, de double ergot, ou une plaie assez conséquente sur votre chien, si vous mettez la compresse sèche au contact donc, de cette chair, ça va sécher, ça va coller. Donc moi, je préconise de faire quoi? Si vous êtes au contact de la chair, de mouiller votre compresse au sérum phi, qui, je le répète, est un liquide biologique neutre, ce qui va permettre d'avoir une non-adhérence de votre compresse à la plaie, sans pour autant tuer ni les bonnes ni les mauvaises bactéries. Mais je dirais qu'à la rigueur, vous faites qu'un emballage vu que vous allez chez le vétérinaire. D'accord? Sérum physiologique. Ça, vous me le gardez absolument pour les yeux. D'accord? Un produit. Alors, ce produit, on va être très simple, hein, il faut une ordonnance pour en avoir. Mais on peut rapidement en avoir, ça s'appelle de l'eau oxygénée. Alors, l'eau oxygénée, tout simplement, il faut le savoir, 10 volumes, 10 volumes, ça a un effet assez intéressant, ça mousse. Ceux qui ont déjà utilisé ça, ça mousse. Ça veut dire que ça va me permettre dans une plaie de faire remonter par capillarité les petites brindilles, les petits morceaux de cailloux de terre qui sont au fond de la plaie. Il y a une deuxième utilité à ça, c'est que si vous avez une compresse qui est collée à la plaie de votre animal, que vous allez enlever le bandage tous les jours, si vous mettez de l'eau oxygénée sur la compresse, ça va dissoudre la croûte et vous allez pouvoir enlever la compresse sans aucun problème. À savoir que l'eau oxygénée a un pouvoir d'hémostase aussi. Ça empêche le saignement de sang sur les petites plaies, hein, qu'on soit bien clair. Et enfin, il y a quelque chose qui est très intéressant avec l'oxygène. Si vous avez un doute un jour avec un caca, avec un pipi de chien, un vomi de chien ou de chat, et que vous mettez de l'oxygène dedans et que ça devient blanc ou que ça mousse, c'est un révélateur à sang. L'oxygène révèle le sang. Et donc ça, du coup, c'est très efficace. D'accord? Donc c'est pas mal, pour plein de petites choses. Attention, j'insiste, hein, 10 volumes, pas plus. Faites attention du coup, un copain ou une copine coiffeur, lui, c'est pas forcément 10 volumes. Le dernier produit, et là, la famille, elle est vaste, hein, chlorhexidine, bicéptine, nonylseptine, enfin, il y en a plein. Ce sont ce qu'on appelle des antiseptiques à spectre large, d'accord? Et toujours, moi, je préconise un produit non coloré. Alors, beaucoup de vétérinaires utilisent la bétadine. Alors, moi, je ne préconise pas, encore une fois, la bétadine. C'est quand même beaucoup de choses que je préconise pas. Pas pour une raison d'asepsie, mais pour quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. La bétadine, s'il y a du poil, si vous avez des gants, ça va coller. Et c'est impossible de travailler avec les doigts qui collent aux ciseaux, qui collent au poil, qui collent à la bétadine. C'est juste l'apocalypse. Vous n'avez pas ce problème avec les antiseptiques non colorés. D'accord? Donc le poil va peut-être coller un petit peu à la paire de ciseaux, mais pas comme ça le fait avec la bêta, qui en plus colore la plaie. D'accord? Et petite parenthèse, il y a une légende urbaine qui voudrait que la bétadine génère des allergies à l'iode. C'est faux, il n'y a pas d'allergie à l'iode. D'accord? Parce que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux. Voilà, donc ça, c'est tout le matos qu'on peut avoir. Et après, on a du matos qui peuvent être un peu rigolo. Je prends un exemple, et je vais finir avec ça. Hein. Ça, c'est un Tampax. Ah oui, alors, moi, j'en ai pas besoin personnellement, mais en quoi ça peut m'être utile? Eh ben, un truc très simple, un chien un peu fou qui s'empale parce qu'il vient de rentrer dans un morceau de bois, un morceau de ferraille, il s'est blessé, il y a une blessure qui a un peu une forme de trou, c'est très simple. Vous mettez avec l'applicateur Tampax à l'intérieur, puis bon, après, je ne vais pas vous faire un discours, savoir à quoi ça marche, ça va gonfler, et à partir du moment où ça va gonfler, ça permettra d'éviter que le sang y ressorte. D'accord? Et le fait d'avoir un applicateur permet que ça ne corrole pas avant de rentrer à l'intérieur. Encore une fois, le premier secours, parce que je vous ai montré du matériel qui peut être du matériel pro, très pro même, mais le premier secours, c'est savoir se servir de trucs du quotidien
pour vous permettre de sauver une vie. D'accord? Donc là, tout le matos que je vous ai montré, eh ben voilà, ça tient un peu dans la pochette que je vous ai montré. Des choses qui peuvent être intéressantes, regardez ça. Ça, c'est un sac. Vous savez, c'est des sacs en tissu qui font un peu goodies quand on fait des manifestations. Vous savez, on vous en distribue quand vous faites la foire à machin. Eh ben, si c'est en tissu, ça vous permettra, quand vous avez un chien qui est brachycéphale, par exemple, vous savez, les chiens qui n'ont pas de museau, plutôt que de faire une contention de museau, vous allez pouvoir mettre la tête du chien à l'intérieur et avec la ficelle légèrement serrée derrière la nuque. Ce qui vous permettra tout simplement d'enlever une partie de la vision du chien, ce qui va déjà, faire descendre le stress, ce qui évitera aussi, alors pas la morsure, parce que les dents, elles sont toujours présentes, mais au moins il ne sait pas où il tape. Donc, encore une fois, c'est un détail. Des petits trucs comme ça, sur un arrachement ou une plaie au coussinet, ça, c'est un gobelet à café en carton. Vous pouvez très bien rentrer la patte de votre chien à l'intérieur. Alors, vous allez faire quoi à l'intérieur? Vous allez mettre de la compresse que vous allez imbiber avec du sérum phi. Vous allez rentrer cette coque et avec votre bande, vous allez attacher ça sur la patte du chien. Ce qui fait que les chocs, eux, seront absorbés par ce truc-là. Donc, encore une fois, ça, c'est du secourisme dans le sens où c'est de l'utilisation par rapport à une pathologie. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout le matos qu'on peut avoir, sachant qu'après, on peut se servir aussi, regardez, un paquet de mouchoirs. C'est merveilleux, un paquet de mouchoirs en papier. Paquet de mouchoirs en papier, vous avez non seulement des mouchoirs pour essuyer quelque chose, attention, ça fibre, mais si vous ne le déballez pas, vous avez encore une fois un tampon relais. Plein de petits trucs. Voilà ce que je vous proposais. La toute dernière chose, c'est ça. Voilà, ça, c'est pour une attelle. Alors, pour faire une attelle, je préconise encore une fois d'utiliser du bois. Donc ça, c'est un morceau de bambou que j'ai ramassé. Et en fait, le bambou, je vais faire quoi? Je vais l'équiper. L'équiper, c'est quoi? J'ai pris de la bande et à ça qui me sert mon sparadrap aussi. Je me suis préparé mon morceau de bois de façon à ce qu'il ne puisse pas blesser ou qu'il n'y ait pas de choses qui rentrent dans la plaie de l'animal, tout simplement. D'accord? Voilà un peu pour le matos, qui est un peu intéressant. Je termine par une découverte qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Enfin, quand je dis pas longtemps, j'ai la chance de travailler avec des militaires. Et j'en profite de passer un grand coucou à toute l'équipe du 132e régiment d'infanterie cynotechnique et du 17e grand band d'artillerie de Biscarros et de Suisse pour le premier. C'est là qu'on forme les chiens militaires. Et c'est des gens qui adorent leurs chiens, qui font des missions exceptionnelles avec eux. Et en fait, quand on regarde les problématiques de dents sur les animaux, moi j'ai eu l'idée là-bas, c'est de se dire le tartre. Le tartre, c'est un énorme problème chez les animaux. Et nous, on a dû emmener une de nos chattes, Lilou, chez le vétérinaire. Lilou, elle a 10 ans. Elle a été anesthésiée. Derrière, elle a eu des problèmes de récupération de mobilité, donc on n'a pas trop envie. Et donc l'idée, c'est de virer ce tartre en permanence. Et donc les friandises, gourmandises ne donneraient pas de nom, qui permettent de mâcher en permanence. Vous avez un truc qui est génial, ça s'appelle la racine de siwak. Alors le siwak, c'est une branche, ça fait 7000 ans que ça existe. 2 fois, l'OMS a recommandé son utilisation. D'accord? Et en fait, sa fibre, je ne sais pas si vous voyez, ça vous permet de nettoyer et la gencive et la dent du chien ou du chat. Alors, encore une fois, c'est un apprentissage. Et ça remplace à la fois la brosse à dents et le dentifrice. Et ça, c'est juste merveilleux. Voilà. Pourquoi? Parce que la plaque dentaire, c'est un peu la galère. Et encore une fois, c'est de l'entraînement avec vos animaux. Voilà ce que j'avais à vous présenter, ma belle. Magnifique. Merci, David. J'espère que les gens sont contents de tout ce que tu as présenté. Moi, j'ai découvert énormément de choses, notamment aussi au niveau du vocabulaire. On a quelques petites questions. J'ai essayé d'encourager aussi sur le chat les gens à poser des questions. Il ne faut surtout pas hésiter. On a la chance d'avoir David. Cela dit, comme il disait tout à l'heure, là, l'idée, c'est de montrer des choses pratico-pratiques, des petits tuyaux. Cela dit, c'est personnel. Je recommande quand même d'aller suivre les cours pour avoir ce côté pratique, pour voir encore plus en détail, aller plus loin et vraiment expérimenter ce que c'est de matérialiser et de prendre en main en fait les différents ustensiles. Moi, j'ai noté des questions par rapport à ce que tu as mentionné, mais je vais commencer par les questions des gens, si ça te va. Oui, vas-y. Alors, faut-il avoir certains médicaments dans la trousse? Si oui, lesquels et comment les utiliser? Ou au contraire, faut-il éviter de donner tout type de médicaments avant un diagnostic d'un vétérinaire? J'adore, la réponse est dans la question. Alors, oui, et je pense que la personne qui a posé la question, sans doute, aucun médicament dans la trousse. Aucun médicament, même, je dirais, au niveau de votre pharmacie, une fois utilisé, je veux dire par là, vous ne devez pas garder de médicaments, tout simplement parce qu'un médicament mal dosé, mal donné, au mauvais moment, qui peut faire une interaction médicamenteuse, peut générer beaucoup de conséquences. Alors, avoir des médicaments, vous avez le droit quand même d'en avoir, mais
avant chaque fois que vous avez donné un médicament, il y a toujours un avis vétérinaire. Ça ne peut être qu'un vétérinaire qui vous donnera et la posologie et le médicament. Attention par contre à quelque chose de très important à la maison. Au même titre que vous séparez les médicaments de vos animaux, les médicaments des gens, de la famille, vous devez séparer les médicaments de chiens, de NAC, enfin de NAC même, pas de NAC, hein, de poules, de cochons d'Inde, de chats. Mhm. Pourquoi? Parce que certains médicaments peuvent être de très gros toxiques pour d'autres espèces. Je prends exemple la permétrine qu'on va retrouver dans les antiparasitaires externes du chien, peut tuer un chat. Donc il y a plein de médicaments différents et soyez aussi sélectifs que vous l'êtes pour l'humain. Il faut séparer chat, chien, perroquet, cochon d'Inde, ce que vous voulez, mais vous ne les mettez pas ensemble. D'accord? Mais non, pas de médicaments. Et je reviens encore une fois à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, moi, c'est mon passé de militaire qui fait que je dis ça en permanence, surtout si vous faites de l'opérationnel. Tous les gens parmi vous, vous avez tous eu des moments de grande frayeur. Quand on est stressé, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et des fois, on s'en veut, des fois, c'est rigolo, des fois, c'est beaucoup moins rigolo. Heu, je vous conseille très fortement de ne jamais avoir trop de matériel. Je prends par exemple quelque chose qui peut être dommageable, mais vous allez retrouver ça sur internet si vous fouillez un peu pour les trousses de secours. Nous, on a décidé de les faire, les trousses de secours, avec que du matériel européen. Vous avez certaines trousses, on va vous vendre une agrafeuse dedans. L'agrafeuse, ça existe, hein, c'est du geste médical, exercice vétérinaire. Ne soyez pas emprunt à vouloir absolument avoir du matériel pro en vous disant: «Ouais, j'ai du matériel pro, ça me servira». Prenez du matériel simple qui n'a pas de risque de générer une conséquence. Alors que ce soit pour l'animal, numéro un, mais numéro 2 pour vous, en cas de mauvaise utilisation ou tout simplement parce que ça n'a pas marché. D'accord? Donc pas de médicaments, sauf si avis vétérinaire ou avis du centre antipoison si c'est un problème je dirais d'empoisonnement, d'intoxication et comme ça vous n'avez pas de problème. La seringue de tout à l'heure, il y a pas d'aiguille, par exemple. Mhm. Voilà. Ok, très bien. On a une autre question. Donc, merci beaucoup, Oui. David, très instructif. Juste une question. Normalement, le garrot, il faut faire attention et éviter si possible, non? Le compressif, oui. Le garrot, j'avais vu ça sur pas mal de sites. La formation premier secours est prévue pour moi sur Marseille en avril. J'ai hâte, du coup. Il faut penser aussi à vérifier régulièrement les dates de péremption des produits de la trousse. Alors, on y va alors pour 2 choses. On va commencer par le garrot. On a eu le même problème en humain, hein, on nous a interdit, moi je suis instructeur de secourisme à côté de ça, même en secourisme, humain, en premier secours en équipe de niveau 1, même de niveau 2, pendant quelques années, on nous a interdit enfin certains, nous, on avait le droit de mettre certains garrots, des garrots, parce qu'on était Mhm. professionnels de secourisme, mais il était interdit pour toute la formation de base de faire des garrots. C'est-à-dire les gens qui étaient à FPS à une époque, PSC1, premier secours en citoyen de niveau 1, prévention et secours civique de niveau 1, pardon, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et on a eu un problème, c'est le Bataclan. Et suite à ça, il y a une nouvelle réforme qui a eu lieu et on remet des garrots. Les garrots sont réenseignés au niveau des sauvetages sous du travail, les stages SST ou les stages en premier secours. Il faut savoir que le risque d'avoir ce qu'on appelle une nécrose, c'est-à-dire derrière, on craint quoi derrière la nécrose? C'est l'amputation, c'est des heures. Il faut des heures avant que la nécrose s'installe. Enfin, quand je Mhm. dis, vous êtes jamais, on est en France ou on est en Suisse, on n'est jamais très loin soit la clinique vétérinaire, soit pour vous, hein, des urgences. Euh, quand votre tampon relève, vous n'y arrivez pas, quand ça glisse, quand c'est la galère, quand pour tout le monde, vous ne voudriez pas être là, et parce que en plus, derrière, vous pourriez avoir une situation qui se dégrade. Si vous n'y arrivez pas, cherchez pas, il faut faire efficace. Mettez un Mhm. garrot, mettez un garrot. À la racine de la queue d'un chien, ça marche aussi. Un chien, il a claqué la porte, il y a eu un courant d'air, la queue du chat s'est prise dans la fenêtre du salon. Le chat, il court tous les côtés. Déjà, pour le choper, c'est une galère, il faut le sécuriser. Ça bouge énormément. Le garrot, c'est quelque chose qui est, quand on connaît les nœuds, facile à faire et efficacité d'emblée. Par contre, un garrot génère une douleur. Pourquoi? Il faut qu'il y ait un arrêt. Le critère d'efficacité, c'est l'arrêt de l'écoulement du sang. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si on peut s'en passer, bien sûr, mais si vous avez un corps étranger, si vous avez une fracture ouverte et qui saigne abondamment, s'il n'y a carrément plus le morceau, je préconise quand même, parce que l'animal aura déjà perdu du sang, de faire un garrot. Le risque, il existe, hein, mais le plus gros risque, c'est la mort. Il y a une autre question. Est-ce que tu n'as pas parlé du matériel pour les brûlures? Alors, je n'ai pas parlé de matériel pour les brûlures, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors, je vous explique pourquoi. Pendant des années, on a fait des choses en humain. On est revenu dessus, hein. Aujourd'hui, pour la partie secourisme humain, parce que moi je fais toujours le parallèle, hein, c'est la même chose, on est sur du thermique, hein. La seule chose qu'on va mettre sur une brûlure, c'est de l'eau, et de l'eau tempérée. D'accord? Ou bien, si vous avez de l'argent ou de la possibilité, il existe ce qu'on appelle des compresses à gel d'eau. Donc, c'est le nom que ça porte. Alors, attention, hein, ça coûte un certain prix. Donc, en fait, c'est de l'eau gélifiée qui est dessus. On ne met jamais aucun corps dans une brûlure, tout simplement parce qu'arrivé au niveau du vétérinaire, il va falloir nettoyer cette brûlure. Et là, je n'ose même pas vous parler de la douleur. Donc, sur une brûlure, on ne met jamais,
jamais un corps gras. Et l'idée, ce serait d'avoir que de l'eau et ne jamais rien poser au contact. À partir du moment où la peau est brûlée, enfin le derme, l'épiderme va être brûlé, il va y avoir, ça va un peu sointer et ça va adhérer à n'importe quoi vous allez mettre dessus et arriver chez le vétérinaire, on va même pas parler d'infection, on n'en est pas du tout là-dedans. On en est à une histoire de douleur aussi. L'idée, c'est vous devez refroidir à l'eau la brûlure qui vient de se produire. Vous la refroidissez sur la brûlure avec de l'eau tempérée pendant 10 minutes pour être certain d'avoir éliminé un maximum de ce qu'on appelle le thermique. Et attention des brûlures, et encore une fois, c'est un module complet hein, en formation parce qu'il y a la brûlure thermique, il y a la brûlure électrique, on a la brûlure chimique. Et dans le chimique, on a l'inhalation, l'ingestion, le contact. Chacune des brûlures a un protocole qui va derrière savoir quoi faire. Mais sur les brûlures thermiques, quand la peau elle est carnée ou même quand le poil a pris, c'est très particulier. Et moi, je vais être encore plus franc que ça. C'est très compliqué d'intervenir sur une brûlure chez un chien, un chat. Pour un truc pratico-pratique encore, comme j'aime à le dire, c'est qu'il ne va pas se laisser faire. Votre chien il vient de se brûler, votre chat il s'est brûlé. Si votre chat il est brûlé au-dessus de l'armoire du salon, comment vous y allez au-dessus de l'armoire du salon? La brûlure, elle a ça de particulier, c'est qu'elle génère énormément de douleur. Or, la réaction de votre animal à la douleur fait que la priorité pour vous, c'est pas de refroidir la brûlure, c'est d'éviter, vous, de vous faire mordre ou griffer au visage. C'est pour ça qu'encore une fois, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de produit et que la mise en application du protocole est assez compliquée. Super. Je vais peut-être rebondir du coup, en attendant que peut-être les gens, s'ils ont encore d'autres questions, sur des choses que tu as dit, j'avais des questions. Le sparadrap, j'imagine qu'on ne le met jamais en contact direct au niveau du poil. Alors, le sparadrap, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le verrez, ceux qui ont la chance sur une formation, encore une fois, ah oui, formation sur chien, parce que sur peluche, c'est un peu particulier. Moi, ça m'a toujours fait rigoler. Pourquoi? Parce que on doit avoir une chaîne osseuse avec des articulations, mais c'est pas ça. C'est qu'un chien, on doit travailler avec le mouvement du chien, en apaisant le chien. Et en fait, beaucoup vont me dire, beaucoup me le disent déjà, hein, parce que je suis d'un côté, on aime bien ce que je fais, de l'autre côté, on déteste ce que je fais, parce que je travaille avec des animaux et on travaille avec les animaux des gens. Jamais vous verrez chez moi un animal dressé. Pourquoi? Mes chats sont dressés. Oui, mais si je vous montre que moi j'arrive sur mon chat, quelque part je vous mange, je manque de respect. Donc je préfère que vous veniez avec vos animaux et on travaille toujours en bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu plus d'animaux un chien pour deux, un chat et un peu plus. Comme ça, si l'animal nous dit stop, j'ai pas envie, donc c'est ce qu'on appelle de la communication paraverbale ou non verbale, à partir de ce moment-là, on change d'animal parce qu'il a plus envie. Et donc on doit être capable de travailler avec l'animal dans son temps à lui. De la même façon, quand on fait de la pédagogie avec des enfants, trop c'est trop. Et quand vous travaillez avec un animal, vous allez apprendre que pour faire tenir ces bandes, on va servir des articulations, on va servir du bassin, on va servir de plein de trucs. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est des techniques tout ça. Un peu comme il n'y a pas de cours pour apprendre à sangler sur sa galerie de voiture ou sa remorque tout le matériel qu'on emmène en vacances. Donc on apprend à faire des nœuds, des reports d'angles, etc. Et ça marche. Mais encore une fois, c'est l'expérience qui va derrière. Donc c'est pour ça, pas de, pour moi, hein, et ça n'engage que moi, le sparadrap, de toute façon, si on veut le faire tenir un bandage avec du sparadrap, on va serrer tellement fort qu'on va générer un garrot. Parce que ça n'adhère pas sur le poil. Il ne faut pas que ça glisse. Et si on serre trop, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un autre produit. Dans le matériel que j'ai montré, c'est la bande cohésive. Vous savez, c'est une bande un peu toutes les couleurs, que beaucoup qui sont dans les chevaux, vous connaissez. C'est que la bande cohésive, qui est auto-adhérente, c'est une bande crêpe avec du latex par-dessus. Si vous la serrez trop pour qu'elle tienne, sans le faire exprès, vous allez mettre en place un garrot. Et le chien ne va pas vous dire j'ai un garrot. Par contre, les conséquences, elles seront là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a du matériel qui peut générer une problématique ultérieure, dont moi je ne parle pas, parce que tout simplement, ça va générer une envie, et puis comme ça on avance. Une autre question tout à l'heure, quand tu nous montrais le matériel pour faire le bouche à truffe. Prenez le cas par exemple. Je t'entends mal, reviens parmi nous. Tu m'entends? C'est bon? Un peu mieux, mais c'est étouffé. Ah, c'est bizarre. Attends, c'est mieux là? Ah, c'est mieux là. J'ai mis un papier dessus. Ah, oui, le masque de bouche à truffe, ouais. Je vais poser juste la question, parce que tu as donné l'exemple d'un animal qui serait en cas de noyade. Ouais. Que, des fois, on voit effectivement qu'ils leur mettent la langue de côté. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut bien penser à faire avant de faire cette préparation? Alors, on va parler de la noyade, mais en fait, le sujet que tu abordes n'est pas que la noyade, en fait, ça parle tout simplement de ce qu'on appelle l'inconscience. L'inconscience, autrement appelé le coma léger, tout simplement, à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une inconscience en secourisme, c'est un relâchement
d'une grande partie de la chaîne musculaire. La langue faisant partie des muscles, elle va devenir flasque et molle. Ça veut dire que cette langue, si le chien a la tête sur le côté gauche, la langue, elle sera sortie de la gueule à côté gauche. L'idée, c'est que ça arrivera beaucoup plus rarement chez un chien que sur un humain. L'humain, quand il est couché sur le dos, en décubitus dorsal, donc la langue, elle tombe en arrière. Le chien, très souvent, à part certains braquis, les bulldogs français et j'en passe, ils sont généralement couchés sur le flanc, en décubitus costal ou latéral, ce qui veut dire que la langue, elle sort. Maintenant, tu as raison, si la langue, elle ne sort pas, tu peux très bien la mettre à l'extérieur de la gueule. Alors, attention à quelque chose de très particulier. L'ouverture de la gueule d'un chien ou d'un chat, s'il est inconscient, doit toujours se faire avec délicatesse. Et encore une fois, à chaque fois que vous allez faire un geste sur votre animal, alors on ne peut pas s'entraîner à ça, il faut arrêter de mentir, mais si vous le faites dans la réalité, en espérant que vous ne fassiez jamais, 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 tous les gestes que vous faites, ils sont précis et vous êtes en capacité de raisonnement. Toujours, toujours, toujours. Vous n'êtes pas dépassé par votre stress, vous devez savoir pourquoi vous faites quelque chose. Parce que chaque geste, surtout sur un chien qui est inconscient, il y a un relâchement du muscle et vous pouvez générer des choses assez graves d'un point de vue musculaire, articulaire ou tendineux. Et c'est pour ça que je préfère vous dire, entraînez-vous gentiment avec vos animaux, mais il y a plein de gestes dont on ne pourra jamais s'entraîner, et encore moins sur un mannequin d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de vous dire, le jour où vous devez réellement faire le geste, prenez un recul émotionnel, c'est quelque chose de grave, et faites les choses en y réfléchissant. Et c'est pour ça que je vous préconise de parler quand vous intervenez. Vous parlez. Parler vous permettra d'évacuer votre stress, vous permettra aussi de donner de l'information aux gens qui sont autour. Si votre animal est blessé, eh ben, ça lui donnera aussi quelque part une information comment dire, sur votre voix, la fréquence de votre voix, etc. Mais ça vous permet aussi d'extraire tout ça et de le verbaliser. Ça marche. Et j'ai une dernière question avant de passer à la... On a encore aussi une autre question sur le chat. Quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, pour le cas d'éthique, tu nous disais, après avoir l'enlevé, il faut désinfecter. Imaginons qu'on n'a pas les solutions que tu as montrées tout à l'heure. Est-ce qu'on désinfecte avec de l'oxygéné? J'imagine pas du tout avec de l'alcool, 70, 80, 90 qu'on peut avoir à la maison. Quelles sont tes recommandations? Est-ce que c'est aussi eau savon Alors, si vous n'avez pas de ce qu'on appelle d'antiseptique, alors, sachant que voilà, il y a un antiseptique, on attend de rentrer à la maison, on désinfectera à la maison. Alors, enfin, on aseptisera à la maison. Je vous explique pourquoi. L'oxygéné, certes, est dit antiseptique. En fait, l'oxygéné tue le tétanos. D'accord? Le tétanos. Maintenant, ce n'est pas le tétanos dont on a peur. Il faut savoir qu'un antiseptique doit être à spectre large. Il faut balayer un maximum de choses avec cet antiseptique. Il y a plusieurs familles. Ceux que ça intéresse, j'ai fait des articles là-dessus, justement, sur les antiseptiques, sur l'éthique. Les articles sont postés donc, sur la page web Humanimal. Sinon, sur simple demande, passez par Sylvia, je vous les enverrai. Ou à moi, mais en perso, David Roussin, parce qu'il y a tellement entre Instagram, Twitter. Moi, j'y arrive pas. Je vous promets, j'y arrive pas. Je suis quelqu'un du terrain et j'avoue que déjà gérer mon propre Messenger, c'est une galère. Je vous envoie tous les documents avec aucun souci. Je pars du principe que le savoir appartient à tout le monde. Ouais, donc l'éthique, si vous n'y arrivez pas, on peut très bien se fabriquer un tire-tic avec un. Je l'ai mis dans l'article sur l'éthique, avec, vous savez, l'attache qu'on a sur les paquets de brioche. Moi, c'est une gentille dame, je ne vais pas écorcher son nom, qui m'avait montré ça à la DPA de Tierney. Et c'était génial, quoi. C'était encore une idée sortie du sac, de servir un couteau, on coupe en pointe, en pied de biche, le morceau de plastique, et puis ça sert de tire-tic. Mais concrètement, si vous n'avez pas le matériel sur le terrain, attendez la maison. Ce sera beaucoup plus simple. Enlevez les tiques quand vous avez le matériel. Et la tire-tic, là, vous avez votre crochet à tic, vous avez toujours un antiseptique avec. Antiseptique qui est une fois ouvert, d'ailleurs, comme tous les produits dont on en parlait, s'ils ont été ouverts, ils sont poubelles. On ne conserve pas un produit ouvert. C'est pour ça que je préconise toujours des unidoses. Voilà. Enfin, je dis ça en sachant très bien que 80% des gens qui nous écoutent, qui nous regarderont, ont ça dans leur salle de bain, sur leur table de nuit, des petits produits qu'on a ouverts pour une journée et qui sont encore là dans une semaine. J'en fais partie. Mais je dis rien. Non, je dis ça parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est des humains et que l'humain aussi a le droit à faire des bêtises, quoi, tout simplement. Super. On a une autre question dans le chat et à moins qu'après, il y ait une dernière question. Ce sera celle-ci, je pense, la dernière, parce qu'on arrive gentiment au bout de notre temps. Faut-il avoir une sorte de grand drap ou couverture dans le matériel pour faire comme une civière pour transporter l'animal plus facile et le mettre dans la voiture? Et du coup, faut-il aussi 2 trousses, une à la maison et une dans la voiture quand on part en balade? Alors, qui peut le plus, sera mon entrée en matière. Trop de trousses, tu la trousses dans le sens où ça va vous coûter beaucoup d'argent d'avoir beaucoup plus de trousses, alors que la même trousse, si réellement vous avez 2 activités différentes,
Oui, en avoir deux. Moi, je sais que ma trousse, au départ, c'était la mienne. Elle était dans mon sac à dos quand je partais promener des chiens. Et c'est pour ça que j'ai créé cette trousse-là. Après, quand les gens m'ont dit, j'arrive pas à trouver du matériel de qualité, bah là, on a fourni, nous, le service. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vend les trousses sur notre site, par exemple. Mhm. Mais l'idée étant toujours de dire, on doit être certain de la qualité de ce qu'on achète parce que l'animal, il mérite le meilleur de la qualité. Et derrière, encore une fois, je sais m'en servir. C'est pour ça que cette trousse, nous, on s'en sert pour toute la formation. Donc, pour en venir sur ces trousses, si vous avez plusieurs trousses, bah, ça veut dire, encore une fois, de la gestion de 2 trousses. Ça veut dire aussi que dès que vous utilisez quelque chose, il faut remplacer. Heu, Pourquoi pas avoir plusieurs trousses? Maintenant, encore une fois, une trousse suffisamment complète, ne jamais devenir paranoïaque de ce qui peut arriver de l'animal, hein, non plus. Mais, quand vous partez sur une grande balade, vous avez votre trousse. Quand vous préparez vos vacances, vous préparez une petite trousse de secours. Maintenant qu'il peut plus, peut le moins, ce sera ma réponse. Super. Et les gens ils disent super, on ne savait pas que les trousses étaient en vente sur le site, c'est génial. Oui et oui, j'ai oublié le brancard. Alors oui, le brancard, on peut. Maintenant, je vais être franc avec vous. Si vous partez en balade avec un brancard, avec un sac à dos, une armoire normande et le numéro de téléphone d'un hélicoptère, vous partez plus, en balade ou bien vous emmenez rien et en fait, le brancard, il faudra être capable avec le matos que vous avez sur vous, le matériel que vous avez sur vous, de le fabriquer. C'est pour ça que moi, je préconise toujours, mais là, on est en dehors de la soirée qu'on avait prévue, de Mhm. partir avec un morceau de corde, 50 mètres de corde, pas trop épaisse. Ça vous permettra de faire un brancard comme, bah, nous, par exemple, à l'armée, en survie, on apprend à le faire. Ça peut vous permettre aussi, en sachant faire des nœuds, de faire un harnais pour pouvoir porter votre chien. Sachant que ce type de harnais aujourd'hui existe dans le commerce. Attention à ça, hein, les harnais qui existent dans le commerce, ils sont faits par rapport à une taille de chien. Alors attention parce que la prise de dimension de votre chien, c'est un peu comme acheter des pantalons sur Internet. On peut être très surpris. Euh, donc ça s'essaye, encore une fois, ça s'essaye. Rendez-vous dans des boutiques, rendez-vous chez des gens qui en proposent, qui vous permettront de l'essayer, de le tester. Ce sera toujours mieux que d'acheter un mauvais produit. Mais ça existe déjà, alors qu'on le porte devant ou derrière, ça existe. Maintenant, vous dire partez avec vous dans votre voiture une couverture, oui, parce que ça peut vous servir aussi pour vous. Par contre, en balade, et en été, vous serez en short, t-shirt, il va falloir vous débrouiller avec un peu ce que vous avez sur vous, quoi. Mhm. Mais c'est bien d'avoir. Attention, pas de drap. Particularité du chien, il a des griffes. S'il arrive à faire un trou dans votre drap, eh ben, le corps du chien va passer à travers. Parce que le Mhm. drap, ça se déchire hyper méga facilement. Donc, couverture survie vous serviront à rien. Les draps vous serviront à rien. Une vraie couverture ou un blouson, tout simplement. Le linge peut marcher ou pas du tout? Ou c'est pas, Comment? c'est déconseillé aussi le linge? Le linge, s'il est épais, ça peut marcher. Maintenant, de l'autre côté, qui dit linge épais dit poids. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut être réaliste, hein, on est tous des humains. Moi, c'est ce que je dis, il faut être terrain quand on parle, mais il faut aussi respecter ce que l'on est. Il ne faut pas mentir, hein, ça ne peut pas être une mode. Si c'est lourd, vous allez le prendre une semaine et vous ne le prendrez plus. Combien d'entre vous partez en balade avec une bouteille d'eau pour le chien? Beaucoup vont me dire, mais moi, ça ne me sert à rien, il y a des flaques d'eau, il y a des cours d'eau. Et bien, ça tombe bien, en été, il y a des cyanobactéries maintenant. Donc, comme ça, l'eau est vitale. Moi, je sais repérer quelqu'un qui est professionnel et qui respecte son animal, s'il se balade avec son chien ou ses chiens, à condition Mhm. d'avoir un petit sac à dos avec du matériel pour eux. Pour eux, tout simplement, même pour vous aussi, mais pour eux d'abord. Super. Merci David. Je De vais rien. proposer du coup qu'on va arrêter là pour les questions parce Mhm. qu'on a fait une petite heure du coup entre la présentation et les questions. Bien évidemment, on a la page Facebook de Animal Webinars Project dans laquelle vous pouvez encore Mhm. poser des questions. On postera aussi le replay de cette e-conférence parce que le live a l'air de ne pas avoir fonctionné. Ce que je vais faire, juste là, je vais encore faire une petite enquête pour poser la question aux gens, comme on avait fait la dernière fois. Donc, je vais lancer un petit sondage en ligne. Si ces 4 questions, c'est très rapide. Pour ceux éventuellement qui verront la vidéo après, je mettrai aussi ça sur Facebook pour que vous puissiez répondre. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que vous avez entendu parler notamment de cette e-conférence, qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, voilà. Avec David, on est preneur de feedback Mhm. et aussi preneur de suggestions, parce qu'on apprend toujours de tout le monde et on est loin de tout connaître. Enfin, moi, je parle pour moi. David, il connaît 100 millions Non, de choses de plus que moi, donc non, 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 je me permets, Sylvia. Toi, tu as eu l'idée de créer justement ce collectif. Moi, je me permets pour vous le dire, profitez-en. Vous allez avoir les 2 semaines qui viennent 2 super webinaires sur la législation oui. euh, par des gens experts du domaine qui sont magnifiques. Le droit, c'est très très important dans le cadre de l'animal, parce qu'on croit beaucoup de choses. Et moi, je le vois, j'ai une partie complète sur le droit dans ma formation, parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas faire de bêtises pour les regretter, ces bêtises. Et vous allez avoir des super webinaires. Il y avait des webinaires sur la protection animale qui étaient magnifiques aussi. Mhm. Ton idée est merveilleuse, c'est que ça permet soit en live, soit en différé de pouvoir regarder des petites choses qui parlent,
qui parle, mais fait par des gens qui connaissent. Moi, je connais pas grand-chose, j'apprends tous les jours de ma vie, hein. Ouais, Voilà, comme j'ai un petit tous don les pour ce que je fais, ouais. mais et j'espère d'ailleurs continuer à apprendre encore, encore et encore. Maintenant, c'est grâce à des gens comme toi qui créent donc des collectifs comme ça qu'on apprend tous les jours. C'est très intéressant. Oui. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que l'annonce de ces événements sera sur la page Humanimal? Elles Oui, sont sur la page sur la tienne page. Animal Webinars Project, qui est la page finalement que j'ai créée pour mettre les événements. Donc, comme disait David, Je les partage moi de toute façon. ouais, exactement. Donc, la semaine prochaine, on aura Maître Antoine Gottschall qui va nous parler du droit suisse et Mmh. notamment comment le droit suisse peut inspirer le droit français. Il faut savoir que Maître Gottschall est le fondateur de plusieurs initiatives et notamment de l'association Global Animal Law. Et c'est le monsieur qui a introduit la notion de dignité dans le droit suisse au niveau de l'animal. Donc, on est vraiment très chanceux de l'avoir comme invité. La semaine d'après, donc le 22, on aura la diffusion de l'enregistrement qu'on a fait hier avec Olivia Simniakos pour le droit français. Donc, encore une Magnifique. avocate d'exception qui a une connaissance incroyable et qui, bon, vu qu'on a fait l'enregistrement, j'ai trouvé qu'elle a abordé les choses avec une humilité, une simplicité, voilà, où je trouve que vraiment on part avec du concret et au niveau des réflexes. La semaine qui suit, on a une e-conférence avec l'AIFO, donc le Fonds international pour la protection de l'animal, qui eux agissent sur le terrain et ils vont nous faire en fait des témoignages et des défis, des réalités auxquelles ils font face. Donc voilà. J'ai l'impression qu'on a 6 personnes sur 8 qui ont répondu. Je vais arrêter le sondage pour l'instant. J'ai C'est pas déjà pas répondu moi. mal. C'est déjà super. Non, mais je suis en train de t'écouter, je peux pas répondre. Et du coup, ce qu'on va aussi faire, comme on a fait les autres fois, c'est qu'on mettra les fiches pratiques que David il a, notamment sur son site, on va les mettre à disposition sur Google Drive, Mmh. en dessous de la vidéo quand on la publiera. Il y a les différents événements aussi que David aussi il partage. Si vous avez des questions d'ici là, il faut pas hésiter. Comme on disait tout à l'heure, on essaye de s'améliorer, on essaye de voir qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Avec l'idée, c'est que on puisse aussi être à l'écoute de l'animal et le respecter dans sa nature propre telle qu'elle est. Et je trouve très bien que David ait fait le lien entre l'humain et l'animal en montrant quelles sont les similitudes et quelles sont les différences, parce que tout ne peut pas s'appliquer de manière interchangeable entre l'un et l'autre. Mais pour ma part, voilà, je suis ravie de pouvoir continuer à faire ces conférences et de me dire que voilà, on peut peut-être contribuer à un niveau différent à transmettre l'information. Merci beaucoup, David. Donc voilà, est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin? Merci. Merci à tous et restez critiques, soyez critiques, continuez d'écouter, de lire et remettez toujours en cause ce que vous pensez acquis. Ce qu'on Mhm. apprend tous les jours et peut-être quelque chose qui était vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai demain. Voilà. Mais Ouais, restez ouverts et respectez les animaux, ils le méritent. exactement. C'est un très joli mot de la fin. Je ne peux que, comme on dit en français, j'ai le mot en anglais, ça n'a pas bon, accentuer en fait ce que tu viens de dire. Et voilà, allez regarder sur la page Animal Webinars Project où il y a aussi les informations pour voir les replays des 2 conférences qui ont déjà eu lieu, dont la première qui était le soin premier secours, qui a été fait notamment par David, où il nous a montré les premiers gestes et les premiers réflexes qu'on devrait avoir. Et la deuxième était avec LPO France, avec qui on a abordé qu'est-ce qu'on fait si on découvre un animal sauvage en détresse. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents. On publiera dans quelques jours la vidéo de cette e-formation. Et encore une fois, merci David pour ton engagement, pour ton soutien indéfectible, pour ton enthousiasme. Je ne cesserai de le dire et c'est vraiment génial d'avoir des personnes qui sont aussi disponibles, autant dans la transmission que juste dans la disponibilité de soutien. Donc voilà, merci beaucoup David et merci tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à tout bientôt. See you soon.